Bonjour à tous, je suis Johan Lelos, photographe de voyage depuis 10 ans et je suis très heureux de vous accueillir dans un nouvel épisode de Blue Hour. Blue Hour est un podcast qui s'adresse aux photographes et aux amateurs de la photo. On y parle de la réalité du métier, d'inspiration et de démarche artistique, mais aussi des sacrifices et des joies que vivent les photographes. Aujourd'hui, je veux profiter de ce podcast pour échanger avec les acteurs de la photo qui m'inspirent et qui apportent un vent de fraîcheur à l'industrie photographique. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle Blue Hour. Bonne écoute à tous. Dans ce nouvel épisode de Blue Hour, je reçois un photographe publicitaire. Le milieu artistique, ça le connaît. Il est d'ailleurs tombé dedans quand il était tout petit. Avec une maman photographe, un papa artiste plasticien et un grand-père lui aussi photographe publicitaire, Adrien Hans a très tôt eu un appareil entre les mains. Il a d'ailleurs commencé à signer ses premiers contrats de photographe à seulement 17 ans. Son parcours scolaire est assez atypique. Après avoir étudié la photo durant 3 ans, il a décidé de ne pas s'arrêter en si bon chemin et a complété sa formation avec un master en communication et en publicité. Au total, 8 années d'études, 2 diplômes, pas mal. Adrien Hans a aujourd'hui 30 ans, il est à la fois photographe freelance mais travaille aussi en agence à Bruxelles et s'est spécialisé dans la photo publicitaire studio. Un environnement qui lui plaît et qui lui permet de développer sa créativité malgré les contraintes inhérentes au métier. Aujourd'hui dans Blue Hour, on va donc parler de photos de pub, de photos packshot, de la place laissée à la démarche artistique dans ce monde qui semble aseptisé et de l'évolution constante de ce secteur avec notamment les nouvelles tendances publicitaires telles que le fameux contenu lifestyle très à la mode, mais aussi la concurrence grandissante de la 3D. Je suis très heureux de recevoir le photographe Adrien Hans dans ce nouvel épisode de Blue Hour. Salut Adrien. Salut, merci de me recevoir dans ton nouveau studio, c'est super chouette ta démarche et j'espère pouvoir apporter un petit peu un éclairage sur mon milieu qui est peut-être pas très connu, peut-être pas le plus populaire dans le spectre de la photo aujourd'hui, mais j'espère qu'on va avoir une discussion intéressante. Alors écoute, c'est marrant que tu dis ça parce que effectivement, quand j'ai préparé cette interview, ou en tout cas quand j'ai eu l'idée de t'interviewer, je me suis dit, est-ce que ça va être assez sexy, la photo de pub, la photo commerciale? C'est vrai que c'est pas spécialement un sujet dont on parle beaucoup dès qu'on pense à la photo. Et je me suis dit, mais en fait, allons-y, quoi. C'est tellement finalement un monde qui est trop peu connu, mais je suis sûr que ça va être très intéressant et tu vas pouvoir nous éclairer, comme tu viens de dire. C'est assez contradictoire parce que notre métier, finalement, en photographe publicitaire, c'est de rendre les choses très sexy, justement. Mais le métier en soi paraît un petit peu moins artiste, solitaire, un peu sexy, le photographe cool, entre guillemets. Mais ça va, je suis cool, hein, je vous rassure. Bon, allez, on va du coup rentrer dans le vif du sujet. Peux-tu d'abord nous présenter qui tu es, ton travail et oui, tout ce qu'on doit savoir sur Adrien Hans? Mais écoute, tu as fait un très beau résumé. Il y a deux choses importantes que tu as dites. De un, mon background familial qui m'a plongé très tôt dans la photographie et dans l'art en général. Malgré tout, j'ai eu un parcours universitaire assez complet. Je ne suis pas parti directement les deux jambes en avant dans une activité professionnelle photographique. J'ai pris le temps de prendre du recul sur est-ce que c'est ça que je voulais vraiment faire. Mais voilà, mes gènes m'ont rattrapé apparemment. Et aujourd'hui, c'est ce que je fais la majorité du temps. Donc en effet, la photo publicitaire, ça m'est venu pas spécialement par vocation ou par illumination. C'est un petit peu, je me suis rendu compte qu'il y avait une demande et que je me plaisais dans cet environnement du studio, dont on va parler un peu plus tard, et que finalement il y avait une place tout de même sur la créativité et sur le fait de s'exprimer en tant que photographe, malgré les contraintes liées à un client qui a lui des réels besoins précis. Voilà, comment nous apporter notre personnalité de photographe, parce que avant tout, tous les photographes, peu importe leur milieu, on reste des artistes, des gens qui ont une vision, qui ont envie de capter des jolies choses au final, ou d'exprimer des choses. Voilà, comment dans ces contraintes on y arrive, ça on va en discuter. Mais ce qui est important, c'est de jamais perdre la foi qu'il y a derrière, d'avoir envie de régaler les gens et se régaler soi-même avec des belles images. Je viens de faire le résumé, le sommaire de cet épisode aujourd'hui. En tout cas, on va aborder tout ça bien en détail, bien sûr. J'ai d'abord une première question, c'est que dans l'intro, je disais que tu as fait 8 ans d'études, photo et pub. Et aujourd'hui, tu es photographe publicitaire, quoi. Donc, voilà, tu as réussi à mixer ces deux formations académiques. Ma première question, c'est la suivante. Est-ce que, comment tires-tu profit de tes deux formations? Sont-elles aujourd'hui, est-ce que tu penses qu'elles sont complémentaires aujourd'hui? Et y en a-t-il une qui t'a peut-être davantage préparé au métier tel que tu l'exerces aujourd'hui? Ouais, alors ça, c'est une super question. Et c'est quelque chose qu'on me répète assez souvent. C'est « Ah oui, c'est marrant, t'as fait des études de pub, des études de photo, et aujourd'hui, t'es photographe publicitaire. » C'était avant tout pour que mes parents aient
et rentabiliser leur argent correctement. Mais non. Je crois que la dernière question que tu as posée, c'est la plus importante. C'est le lien qui y a entre les deux et lequel finalement m'a le plus aidé. La vérité, c'est que si j'ai fait des études publicitaires après mes études de photographie, c'est aussi parce que je me sentais pas prêt et que je me sentais pas assez expérimenté dans un domaine de la photographie pour en faire un métier. Or, en côtoyant le milieu de la publicité, que ce soit en études ou en agence par la suite, je me suis rendu compte des vrais besoins qu'il y a en termes d'images dans ce milieu, souvent le manque de variété d'images qu'il y a dans ce milieu, et j'ai vu un filon, pas par opportunisme, mais parce que j'ai commencé à m'y plaire, et qu'en effet, ça regroupait autant des choses théoriques que j'avais appris en publicité que de la pratique, et notamment la pratique du studio et de l'éclairage que j'avais appris à l'école de photo. Donc, on s'est retrouvés dans une situation, moi et mon appareil photo, où on s'est dit voilà, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire de ça? Ça semblait évident, et oui, ça ressemble un petit peu à une histoire parfaite où tout se finit bien à la fin. Donc oui, voilà. Je vais te poser une question très rapide. Est-ce que tu penses que tu aurais pu aujourd'hui être photographe publicitaire si tu avais été autodidacte, sans être passé par ces deux formations académiques? Non, je pense pas. Non, je pense pas parce que tu m'as demandé que ce soit bref, donc je vais juste dire non. Ouais, mais tu peux évidemment détailler. Et je vais te dire que c'est sûrement une des particularités de la photo publicitaire par rapport à d'autres où souvent les autodidactes sont majoritaires et même parfois les meilleurs. En photo publicitaire, il y a tellement de choses à prendre en compte, ne fût-ce que comprendre la volonté d'un client dans la pub en termes de marketing, et aussi la technique studio qui, malgré tout, a besoin d'être un petit peu perfectionnée. Elle demande de pouvoir utiliser du matériel professionnel pour pouvoir l'expérimenter. Donc il y a un peu d'investissement derrière, et être dans un cadre d'études où on a tout à disposition, on a tout le confort et des gens expérimentés qui nous guident. En tout cas, ça donne un boost et un accélérateur. Donc clairement, tu recommanderais à ceux qui nous écoutent, qui voudraient peut-être un jour devenir photographe commercial, de passer par ce genre d'études et peut-être pas spécialement de se lancer directement en tant qu'autodidacte. Je crois que la meilleure école, ça reste la pratique, comme dans toutes les disciplines de la photo. Je pense que le meilleur apprentissage qu'ils pourront de toute façon faire, c'est d'être assistant ou faire un stage dans un studio commercial, de photo commerciale. Ça reste la meilleure école. Maintenant, moi j'ai fait des études de photo parce que c'est vraiment la seule chose que je voulais faire à l'époque. Avec le recul, je me dis que j'aurais peut-être pu apprendre autrement, plus vite, plus efficacement. Le fait est que j'ai passé 3 années agréables à apprendre beaucoup de choses. Donc je ne dis pas que c'est ça qu'il faut faire. D'ailleurs, je ne dirai jamais à quiconque comment il doit vivre sa vie, ni les choix qu'il doit faire, parce que chacun va s'y retrouver au final. Hein. Mais si je dois donner des conseils aujourd'hui, c'est que ne pas négliger la technique en photo commerciale, même si c'est de nouveau pour la contrecarrer après et en faire ce qu'on veut, c'est important, particulièrement dans ces disciplines de la publicité. Alors, c'est un classique ici maintenant dans Blue Hour. Je demande à tous mes invités de venir avec un objet qui leur tient à cœur, un objet qui a une histoire ou avec un contexte particulier, ainsi qu'une photo qui te tient à cœur aussi, une photo qui te touche, que tu as prise toi et sur laquelle tu vas pouvoir nous raconter une histoire. Alors, commençons par l'objet. Tu es venu avec un objet que j'adore. Un objet, c'est un livre des années 80 ultra vintage. Vas-y, explique-nous ça. Ouais, alors ça peut paraître un peu bateau de prendre un livre, mais ce livre, il représente beaucoup de choses pour moi. Bon, d'abord, il est beau. Hein, il est très beau. Vous voyez la couverture peut-être. Mais il appartenait à mon grand-père, comme on l'a dit en début de podcast. Mon grand-père était photographe de publicité. Il a fait ça une bonne partie de sa vie. Il avait son studio aussi. Et il est décédé peu avant que je commence, moi, la photographie. Et mon papa a conservé toutes ses archives photographiques et notamment toutes ses bibliothèques. Donc moi, je me suis retrouvé à hériter maintenant. Enfin, mon papa va très bien, mais il m'a légué tous les documents photographiques et toute cette belle documentation des années de mon grand-père qui est entre mes mains maintenant, dont ce livre finalement qui est un petit peu une bible de la technique et de l'interprétation de la photographie de l'époque, mais qui est encore assez actuelle. Et quand je l'ouvre, j'imagine mon grand-père le découvrir aussi à son époque et apprendre des choses. Et j'ai encore sa signature dans le livre, le cachet qu'il mettait sur ses bouquins. Et donc là-dedans, il y a en partie des informations, une histoire, mais surtout beaucoup de sentiments et de souvenirs.
Honnêtement, ça me donne la chair de poule. Donc, très belle histoire. C'est génial que tu sois venu avec cet objet. Et du coup, ta photo, ben, elle va dans la même lignée, en tout cas d'un point de vue visuel, colorimétrique. Je mettrai évidemment les photos sur l'article de l'épisode sur bluehour.club. Mais oui, parle-nous de cette photo qui est magique. Ouais, alors elle est très simple, hein, des couleurs primaires. J'adore travailler avec juste quelques couleurs. Mais celle-là, elle est particulière parce que c'est la première photo, en tout cas une des premières que j'ai pu retrouver, que j'ai fait dans un studio, donc dans l'environnement que je côtoie maintenant tous les jours. Et c'est une condition que j'ai dû faire à l'école de photo, donc en première année, où on nous demandait finalement de traiter une matière. Là, c'était le vert, et de twister un petit peu les choses et de rendre ça intéressant. Donc voilà, j'ai commencé la démarche de me dire, tiens, comment rendre des objets un peu banals ou pas très intéressants, finalement, les rendre sexy, apprendre à manipuler la lumière, apprendre à faire des choses simples dans un environnement fixe, des choses qui sont intéressantes par la suite. Voilà, cette photo, elle a surtout le mérite d'être une des premières que j'ai prises et d'encore me plaire aujourd'hui, ce qui est rare en général quand on regarde des travaux d'il y a des dizaines d'années parfois. Ça fait un petit peu mal. Celle-là, elle est tellement simple que finalement, elle a bien vieilli et ça me fait plaisir de la montrer. Elle continue à marcher, ouais. Mais on va parler évidemment maintenant de ton métier, donc photographe commercial et spécialisé dans la photo de studio. C'est une question un peu bateau, mais quels sont selon toi les avantages et les inconvénients de cette pratique, photo commercial studio? Alors les avantages et les inconvénients, ils se recroisent un peu, en tout cas sur le principal, c'est la gestion totale de la lumière et de l'environnement. Donc dans la plupart des disciplines photographiques, on est dépendant du cadre et de la lumière naturelle, ou en tout cas, voilà, on doit s'adapter au milieu qui nous entoure. En photo studio, le milieu, on le crée de A à Z, il n'y a rien. On crée la composition de A à Z. La lumière, on la crée de A à Z, donc on est un petit peu le dieu créateur de l'image, ce qui est du coup négatif et positif dans le sens où on perd ce côté spontané de la photo où on s'émerveille devant des choses, on a envie de les capter avec notre œil. Il y a un avantage, c'est que du coup, on peut avoir une image en tête qu'on va recréer nous-mêmes et on a tout le contrôle pour le faire. Il y a d'autres aspects aussi, le côté un petit peu pression, on va dire, d'être le responsable finalement de tout ce qui se passe à l'image. Je pourrais jamais me plaindre de la météo sur un de mes shoots, ou alors c'est que j'ai une fuite dans le toit. Mais donc du coup, voilà, on a ce côté, ok, on est maître de tout, maintenant il s'agit de gérer, il s'agit d'avoir les compétences, l'expérience pour dire, ok, si je veux cette lumière-là, à cet endroit-là, quel setup je dois faire. Donc voilà, il y a ce côté assez excitant et en même temps stressant du studio. Voilà, je crois que j'ai un peu fait le tour. Maintenant, il y a sûrement encore beaucoup de choses à en dire. Non, mais et évidemment, on va un peu approfondir tout ça dans les prochaines questions. J'en ai une première d'abord. Le métier de photographe, on sait que c'est un métier assez solitaire, mais j'ai l'impression qu'en photo publicitaire, en photo commerciale, c'est peut-être encore plus le cas. Est-ce que tu peux confirmer ça? Peut-être que je me trompe totalement, mais qu'est-ce que tu en penses? Alors, pour te répondre, il y a un petit peu deux phases, il y a deux réponses à ta question. En vérité, le moment où on prend la photo, on est très rarement seul, on est même souvent beaucoup. On est souvent accompagné du client qui a besoin de voir si le produit est bien mis en valeur. On est souvent accompagné de set designer ou d'art director qui finalement gère un petit peu l'esprit général avec moi du shoot. Et moi, finalement, je crée cet esprit qu'ils ont décidé pour la marque. Parfois, il n'y en a pas, mais voilà, il y a aussi des assistants lumière, des assistants retouche. Donc ça peut vite être des grosses équipes dans une petite pièce, pardon le coronavirus. Mais le côté solitaire, il se retrouve quand même, et il rejoint ce qu'on a dit avant, c'est sur le fait qu'on est les seuls responsables finalement de l'image qui va sortir. Et les gens nous attendent et nous regardent et attendent de voir ce qui va se passer. Et voilà, la plupart du temps, quand j'ai un shoot assez complexe à mettre en place, il y a quand même beaucoup de temps, souvent passé la veille au soir, à mettre en place des choses, faire des essais. Où là, c'est plutôt, oui, on est en effet seul avec soi-même en train de manipuler la lumière pour qu'elle soit parfaite le lendemain. En fait, si je te comprends bien, et corrige-moi si je me trompe, c'est plutôt la pression qui est pesante plus que la solitude qui en fait est peu existante, quoi. C'est la pression d'être responsable de tout un projet de A à Z, quoi. Ouais, c'est ça. J'ai rarement senti de la solitude en studio. Même plutôt, j'aimerais parfois en avoir et être seul avec le produit pour pouvoir tester des choses. Mais voilà, la réalité du terrain, c'est qu'on est sur des timings, on doit rendre des choses, donc parfois on se contente de quelque chose, on se dit que c'est bien, mais on pourrait aller plus loin. Voilà, c'est un petit peu infini, un setup studio en termes de lumière, en termes de composition.
Donc on pourrait toujours chipoter, trouver quelque chose de mieux. Il faut savoir dire stop un moment. Je pense que c'est une attitude qui peut se retrouver dans d'autres disciplines de la photo où on est parfois éternellement insatisfait, notamment en retouche. Mais ça se ressent très fort en studio où voilà, on se dit peut-être qu'en bougeant une lumière d'un mètre derrière, devant, on va peut-être avoir quelque chose de beaucoup mieux, mais qu'on n'a pas le temps de tout le temps tout bouger. Donc voilà, il y a ce côté de pression qui est quand même assez présent et qui ne part pas avec le temps. Bien sûr, ouais. Bon, on le sait, la photo d'objet, la photo packshot, la photo publicitaire en général, se doit d'être la plus esthétique possible, la plus contrôlée possible aussi. Forcément, il y a des briefs clients derrière. Et j'ai même envie de dire qu'une photo publicitaire est souvent même aseptisée, tant les briefs clients sont précis et il est difficile souvent de s'en sortir. Du coup, ma question, c'est dans quelle mesure penses-tu qu'un photographe peut amener sa touche artistique personnelle dans ce genre de photo finalement très aseptisée et contrôlée? Ouais, là, je pense qu'on est vraiment au cœur du sujet. C'est-à-dire, voilà, qu'est-ce que nous, en tant que photographe publicitaire, on peut encore apporter? Qu'est-ce qui nous différencie? Pourquoi aller chez l'un et pas chez l'autre? Si au final, le but, c'est d'avoir ce cliché parfait du produit parfait, ultra léché, comme tu dis, aseptisé, qui est un mot qu'on pourrait considérer comme péjoratif, mais en même temps, je comprends ce que tu veux dire. C'est qu'on a tendance à voir la photo publicitaire comme celle qu'on voit sur les abribus ou les magazines où tout est au reflet près parfait, où on dirait même de la 3D parfois. C'est là que c'est intéressant, c'est que moi, je suis pas du tout dans cette démarche dans mon travail et les gens viennent pas chez moi pour ça, pour avoir quelque chose de totalement parfait. Malgré que je suis dans un environnement contrôlé en studio, je laisse quand même une place à mon interprétation de la lumière et de l'environnement que je dois créer autour du produit, sans que le produit soit spécialement 100% la star, que tout le reste doit passer à côté. J'essaie de créer quand même une ambiance, allez, on va dire globale, qui me ressemble et pour lesquels les clients vont venir chez moi. Donc ça passe d'un côté sur la phase de briefing où on discute avec le client de ce qu'il faut comme atmosphère sur le shoot et puis sur le moment même, il y a quand même beaucoup d'improvisation sur un shoot studio. On a beau avoir prévu à l'avance le rendu général, sur le moment même on se dit ah tiens si on bougeait ça, si on changeait cette couleur ça donnerait pas mieux. Voilà, il y a beaucoup de bricolage, c'est un peu manuel aussi comme métier. Et donc, la capacité d'un photographe publicitaire à s'adapter, à être créatif à la minute, comme ça, à se remettre en question, ça fait qu'on a des situations intéressantes où on n'est pas juste en train de magnifier un produit pour qu'il soit tip-top, voilà, et on l'envoie à l'agence et c'est fini. Non, il y a clairement une dose de surprise et d'aventure un peu créative à chaque shooting. Et c'est ultra intéressant de finalement voir qu'il y a quand même toute cette place à la créativité et de plein de manières différentes finalement. Et toi, en tant que photographe, la veille d'un shooting ou en général, tu vas puiser ton inspiration où? Est-ce que c'est que dans la photo publicitaire ou peut-être dans le cinéma ou ailleurs? En réalité, c'est rarement dans la photo publicitaire, ou récemment un peu plus, mais je m'explique, c'est que, et je pense que tu l'as un petit peu dit en intro, c'est pas spécialement la photographie la plus sexy. On n'a pas envie sur son feed Instagram de voir que des photos de produits quand on scrolle, c'est beau devenir fou. Et moi, en tant que photographe publicitaire, je dois me détacher de ça aussi. Si je vois plus que ça, je perds un peu l'élan qui m'a fait devenir photographe à la base, où j'étais plus un portraitiste et puis j'adore faire du paysage aussi. Je dois pas perdre ça. Donc ce qui m'inspire, c'est la photo en général. Celle que j'aime, c'est pas spécialement la photo publicitaire, mais le fait est que c'est celle que je maîtrise et qui me rend satisfait quand je la fais au maximum. Donc, pour revenir là-dessus, mon feed Instagram, si tu le regardes, c'est très rarement des produits, sauf récemment, on voit que le domaine de la photo publicitaire est en train d'un peu changer. Et j'espère être dans cette mouvance où justement, on n'est plus dans ces photos aseptisées, trop parfaites, où tout paraît faux. On essaie justement de recréer des trucs un petit peu plus terre-à-terre parfois. Plus authentique et où il y a vraiment une touch, où on se dit derrière, il y a vraiment une idée, un brief créatif qui est intéressant, au lieu d'avoir juste des trucs qu'on voit depuis des années et des années. Donc, ouais, je pourrais te citer plein de studios, mais ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Si tu veux, quand on s'inspire en tant que photographe publicitaire d'autres photographes publicitaires de produits, on n'a pas des grands noms. Je vais pas te citer des Richard Avedon ou des grands balèzes parce que eux, c'était pas leur délire et c'est pas comme ça qu'ils se sont fait connaître. Par contre, il y a des studios d'aujourd'hui, très créatifs, parfois de photographes seuls ou de duos, ou même encore plus de photographes qui se mettent ensemble et qui ont une vision de la photo commerciale qui est ultra intéressante, parfois mélangée avec d'autres disciplines, la vidéo ou la 3D, où tout s'entremêle et on arrive à des visuels qui étaient impossibles à faire sur la technologie d'aujourd'hui avant. Et
on arrive aujourd'hui à des trucs super riches, super intéressants. Et c'est ça qui commence un petit peu à arriver sur mon feed Instagram. C'est ce genre de compo où tu dis ah merde, comment ils ont fait ça? C'est hyper sexy. Est-ce qu'il y a quelle technique à utiliser? Voilà, là où je me remets un peu en question toujours et je me dis voilà, il faudrait peut-être pousser toujours un peu plus loin. Donc c'est comme ça que ça marche. T'as quand même des noms de studios comme ça à citer parce que je t'avoue que ça m'intéresse et j'ai bien envie de partager ça aussi avec les auditeurs. Bah écoute, il y a surtout des trucs assez fun à voir. C'est par exemple Set Reset Films. C'est une boîte qui fait de la photo, de la vidéo, du VFX aussi et qui entremêle tout ça dans leur compo. Et en fait, quand tu vois leurs images, tu sais pas trop dire si c'est une photo, si c'est de la 3D ou pas, mais tu vois des instruments de studio, donc des pieds, des trucs attachés, machin. Mais tout est tellement bien organisé, tellement esthétique. Ils font aussi du mouvement et tout. Tu te dis, mais est-ce que c'est encore de l'image réelle? Ils te remettent vraiment en question sur ce que tu vois, c'est la réalité ou pas. Ils font exprès de prendre des codes aussi de la 3D, des trucs assez lisses, des formes assez impossibles, un peu parfaites, mais en fait, c'est du découpage, du carton, mais qui est un petit peu retouché à la fin, c'est sûr. Mais tout est très, 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 très fin et organisé sur le shoot. La lumière aussi est parfaite. Et du coup, tu te retrouves avec un truc qui est complètement parfois abstrait. Tu dis, c'est même plus de la photo, c'est juste du graphic design. Bah non, c'est de la photo. Et ça, quand tu arrives à avoir cette démarche, même pour une photo de produit, ça peut devenir super intéressant. Tu te dis, il y a quand même vraiment du skills derrière, de la prépa. Et là, j'en reviens au fait que c'est pas un travail solitaire. Tu peux pas faire ça tout seul. Il faut des gens derrière qui sont avec toi dans le délire. Et voilà, je crois que je te donnerai d'autres références. Tu pourras mettre peut-être sur l'Insta de Blue Hour, qui sont intéressantes parce que c'est pas du tout quelque chose que les gens suivent en général. Cool. On parle beaucoup de 3D là dans cet échange et j'imagine que il y a une concurrence c'est un autre univers, c'est un autre milieu, c'est pas spécialement de la photo, enfin c'est pas de la photo. Maintenant, comme on le comprend avec ce que tu dis, on peut mixer les deux pratiques et ça devient une tendance. Mais est-ce que cette concurrence dans la 3D, elle vient d'abord, avant tout, pour des raisons budgétaires, tu penses, ou aussi pour des raisons encore une fois, aseptisation du résultat final? Ça va un peu finalement en contradiction, ce constat, avec cette nouvelle tendance de recherche d'authenticité. Comment est-ce qu'on se retrouve avec toutes ces tendances actuelles et quel est le résultat final aujourd'hui dans l'industrie de la photo commerciale? Ouais, la 3D, elle est arrivée un peu comme un cheveu dans la soupe dans l'industrie, dans le sens où il y a encore peu de temps, les ordinateurs n'étaient pas capables de traiter facilement et avec une certaine vitesse et avec une si bonne qualité les rendus 3D. Aujourd'hui, on arrive à des résultats complètement hallucinants. Ikea a sorti un catalogue il y a quelques années où tous les environnements étaient faits en 3D, alors qu'on n'y croit pas une seconde. Il faut vraiment faire attention. Et donc, c'est assez marrant parce que, comme tu dis, ils créent eux-mêmes des imperfections par la suite pour que ça fasse pas 3D. Alors tu dis, mais il suffit de faire la photo, les gars. Après, il y a une prouesse technique, il faut le dire. Et je vois pas ça comme que quelque chose de négatif parce que la 3D permet aussi une créativité énorme en termes de possibilités d'image. Je comprends que pour certains produits, on a envie de tester l'aventure. Il y a des choses que probablement que je pourrais jamais faire en photo ou alors avec un setup complètement fou pour arriver au même résultat qui serait fait très rapidement. Aussi, c'est une discipline qui peut se recroiser. Je ne sais pas si tu as déjà ouvert un logiciel de 3D, mais tu choisis une focale, tu choisis ton appareil photo, son ouverture, tu choisis tes accessoires de light, comment la lumière est faite. En fait, si tu as une culture photographique et de la lumière, tu vas être très bon directement en rendu 3D. Okay. En tout cas, tu vas passer des gaps très vite. Après, la modélisation, c'est autre chose. C'est un travail d'artiste plutôt plasticien. Mais sur le rendu, sur comment gérer un éclairage 3D, c'est de la photo. C'est de la photo faite sur son ordinateur. En tout cas, la photo telle que moi je la fais en commercial, je retrouve les mêmes codes en 3D. Pour revenir à ta question sur la concurrence, c'est vrai qu'on se retrouve dans certains secteurs d'activité, comme l'automobile, où les budgets pour faire des photos de voitures devenaient un petit peu déments en photo. Enfin, en tout cas, ils ont toujours été chers. Mais aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple de prendre le modèle 3D de l'entreprise et de l'intégrer dans un décor. On n'y voit que du feu. Ça permet de faire beaucoup de variétés, beaucoup de choses avec très peu de moyens. Donc il y a certains secteurs où les photographes doivent un petit peu pleurer aujourd'hui parce qu'ils se font remplacer à bras le corps, pas pour raison budgétaire, clairement. Maintenant, voilà, on va pas courir après quelque chose qui est plus pratique, c'est normal. C'est l'évolution. C'est l'évolution. Nous, on doit trouver en tant que photographe une raison de venir toujours chez nous. Et cette raison, c'est justement être imparfait. Toujours avoir cette sensation de voir une image qui a été créée par quelqu'un, pas par un robot. Et ça, c'est important justement d'apporter cette touche d'imperfection. Et je reviens à cet exemple
d'ajouter des défauts sur des rendus 3D, leur rajouter du grain photo, la retoucher après comme une photo, lui mettre de la poussière ou ce genre de choses, ça paraît absurde, en effet. Est-ce que, malgré tout ça, est-ce que tu imagines que dans 10 ans, il y a toujours place à une coexistence entre photographes et créateurs 3D, ou peut-être que les photographes commerciaux sont voués à ne faire plus que de la 3D? J'aime pas faire le devin, c'est un très bon moyen de se planter. Bon, espérons qu'on écoute plus ce podcast dans 10 ans, mais je pense qu'on va continuer à cohabiter et peut-être justement créer des synergies où je pense que les studios, dans 10 ans, les studios commerciaux, auront besoin des deux compétences absolument. Dans le sens où ce sera plus l'un ou l'autre qui rentre en concurrence, c'est juste que tous les studios feront les deux. Ça me semble être une évidence, c'est ce que je vois aujourd'hui qui se passe de plus en plus. J'espère, je pense que ça va se passer comme ça et qu'il n'y en a pas un qui va en pâtir vis-à-vis de l'autre. Je pense tous les créatifs ont un rôle à jouer ensemble. Et souvent, de toute façon, c'est pas un clos fermé où il y a les uns et les autres. Les gens s'intéressent aux deux. Il y en a qui font les deux. Il y en a qui peuvent passer de l'un à l'autre. Voilà, c'est pas une concurrence bête et méchante. Je demandais ça aussi parce qu'on constate dans certains genres photographiques que de plus en plus, on demande aux photographes de aussi proposer de la vidéo. Donc là, forcément, c'est un switch, c'est pas le même métier, c'est pas la même approche. Et pourtant, les clients demandent aux photographes, est-ce que tu fais de la vidéo? Est-ce que tu peux nous proposer ça en vidéo? Potentiellement, on va peut-être un jour demander aux photographes commerciaux, est-ce que tu fais aussi de la 3D? Plutôt que d'aller chercher un photographe et un gars qui fait de la 3D, tu vois? Ouais, tout à fait. Et ça, c'est une bonne question au niveau de la photo et de la vidéo. Moi aussi, j'ai beaucoup de briefs vidéo que je dois assumer, même en studio. C'est quelque chose que j'ai l'impression qu'on n'a pas eu le choix. On nous l'a imposé. On nous l'a imposé. Est-ce que c'est parce que certains photographes ont commencé à le faire qu'on a dû suivre parce que sinon on n'est pas compétitif? Ou est-ce parce que les clients ont souvent l'idée de la photo et de la vidéo en même temps et du coup ils ont des briefs communs et ils préfèrent réduire leurs coûts? Je pense que c'est un petit peu des deux. Je pense en effet que la 3D, ça peut être le même problème à un moment. C'est pas encore le cas parce que les clients sont pas encore spécialement familiers à la 3D, ils se rendent pas spécialement compte qu'ils peuvent en avoir besoin encore. Ça va venir assez vite, je pense. Et je pense que tu as raison, ça arrivera qu'on nous demande d'être compétents dans les deux. Et c'est bien que tu le dis, je vais peut-être faire des tutos à partir de ce soir. Alors, il y a une autre tendance très en vogue pour le moment dans la photo de pub, c'est la fameuse photo lifestyle. Parlons-en de cette fameuse photo lifestyle. Ouais. Là, c'est marrant parce qu'on est tout à fait dans l'inverse de ce qu'on vient de raconter. Ouais, ça n'a rien à voir. Je dirais que c'est l'opposé parfait. Et pourtant, les deux sont en vogue plus que jamais. Ouais. On a d'un côté cet aspect 3D parfait où on veut justement arriver à un truc léché au maximum, qui fait commercial mais assumé, mais tellement que c'est beau, joli, impressionnant, ça marche. Et de l'autre côté, on a cette vague du lifestyle qui est un petit peu un mot fourre-tout. Qui a été créé par les influenceurs, en fait, ou qui vient de ce milieu-là, non? Je pense, complètement. En tout cas, c'est là-dessus qu'on le voit le plus aujourd'hui. Sauf qu'aujourd'hui, c'est un mot qui est utilisé dans tous les domaines du marketing, de la pub et même de la création de contenu aujourd'hui. Donc, on nous demande clairement, je veux un shoot lifestyle. Moi, quand on me dit ça, je regarde, je fais OK, dis-moi plus. Qu'est-ce que ça veut dire? Non, mais quoi, si voilà, je suis client et je fais appel au studio ou à toi, je dis voilà, je veux un shoot lifestyle pour ce produit. Qu'est-ce que tu comprends, toi? Je pense que chaque client qui me dit ça a une définition différente dans sa tête. Moi, ce que je comprends en général, et qui est vrai pour tous ceux qui me demandent ça, c'est qu'ils veulent pas montrer que leurs photos sont des publicités. Ok. Donc moi, on me demande de faire l'inverse de mon métier, donc faire la photo publicitaire, tout en restant dans la photo commerciale, vu que c'est une marque qui me la demande. C'est là le défi, et c'est là que peut-être aussi j'y retrouve un petit plaisir, parce que j'ai commencé par faire du portrait et de la photo un peu plus spontanée, et où finalement c'est ces skills-là qui reviennent plus en avant, où je dois pas faire un setup studio incroyable, où parfois je passais la lumière du soleil dans le studio, et ça me fait ma lumière, quelque chose de beaucoup plus spontané, quelque chose qui fait plus vécu, quelque chose qui a pas l'air trop contrôlé. Donc là, c'est un peu l'autre versant de la photo publicitaire, mais qui prend énormément d'ampleur. Je pense que les photographes qui se disent lifestyle ne se rendent pas compte qu'ils sont des photographes publicitaires, mais pourtant ils le sont. Ils font de la photo pour des marques. Tu préfères lequel versant, toi? Moi, je préfère clairement le versant studio parce que j'y apporte quelque chose. En tout cas, j'ai l'impression qu'on vient chez moi et qu'on se dit « Ah oui, j'aurais peut-être pas pu avoir ça ailleurs. Ou en tout cas, il a une approche sympa, on se plaît bien. » On a passé un bon moment et les images sont là. Alors qu'en lifestyle, on va me demander d'avoir un rendu de la dernière influenceuse Instagram qui a fait ça pour que ça ressemble à son feed Instagram. J'ai l'impression que c'est ça la démarche derrière les clients. Après, j'ai rien contre l'idée qui est derrière, je la trouve intéressante. Que les marques
aient l'air moins commerciales, qu'elles aient moins l'air de nouveau un produit. Je comprends l'idée qu'il y a derrière. Je vais pas dire que c'est mal ou c'est bien. Voilà, je pense que les gens sont pas dupes non plus. Mais, mais je trouve par contre que là, on vient plus chez toi pour ce que tu fais, mais on vient chez toi pour un message qui est un petit peu faussé. Et voilà, je m'y retrouve moins, on va dire. Est-ce que tu penses aussi que c'est une question de diffusion, que la photo 3D, la photo commerciale, la photo aseptisée, je l'appelle comme ça, je suis désolé, n'est pas vouée aux mêmes canaux que la photo lifestyle par exemple, un même client va demander les 2 shoots pour 2 utilisations complètement différentes. Complètement. Ça m'arrive d'avoir un client qui a ces 2 briefs en même temps. Je crois que les gens sont conscients, ils ont raison, que la plupart de l'activité commerciale shift vers les réseaux sociaux. Si tu n'y es pas et que tu n'as pas le contenu qui est adapté, ça devient compliqué. Or, sur ces réseaux sociaux, le contenu qui est liké, partagé et qui est engageant, il est d'un certain type, et il est du type qu'on a envie de voir quelque chose qui ressemble à une photo de nos potes, ou de quelque chose qui nous inspire en général. Donc si on casse les codes et qu'on part dans un truc ultra commercial, à un moment, notre feed il ressemble à une publicité géante. Je peux comprendre que les marques veulent pas ça aujourd'hui parce que c'est pas un canal d'acquisition où on a envie d'avoir cette image. Maintenant, je suis sûr qu'il y a des cas contraires et des contre-exemples où une marque assume tellement bien son image léchée que ça marche très bien. Mais oui, en effet, je pense que c'est venu de ce désir d'avoir un feed commercial qui ressemble à un feed d'un ami qu'on pourrait avoir. Ouais, ouais, d'un influenceur, ou en tout cas des tendances et des hypes sur les réseaux sociaux. On peut peut-être aussi parler de l'importance finalement de la retouche dans la photo commerciale, parce que, à mon sens, elle fait partie intégrante vraiment du métier de photographe, et j'insiste sur le mot photographe ici, du photographe publicitaire, à tel point qu'il est, à mon avis, quasi impossible de les dissocier, quoi. T'es photographe commercial, c'est pas possible de ne pas avoir un aspect retouche, contrairement, par exemple, aux photographes documentaires, où là, il peut tout à fait s'en passer. Ouais, ça rejoint un petit peu le bagage technique nécessaire à la photo publicitaire. Il faut savoir s'adapter à des briefs qui sont parfois assez exigeants. Donc c'est pas une volonté de vouloir retoucher pour retoucher. D'ailleurs, je suis contre ce bashing sur la retouche. D'ailleurs, je sais même pas si ça existe encore, mais il y en a eu tout un temps. Moi, si je sais pas retoucher une photo, j'ai juste pas de client, c'est pas possible. Le set peut être très parfait en studio, il y aura toujours une trace, un papier plié, une poussière qui traîne, un goulot de bouteille mal vissé, enfin, ce genre de petits détails. Si on n'a pas des capacités techniques après pour gérer ce genre de truc, voilà, ça sert à rien de commencer. Je dis pas qu'il peut pas y avoir une démarche complètement opposée, mais je vois mal dans quel cas ça serait possible. Donc la retouche, elle a ce rôle décisif pour fournir un produit fini. Et puis elle doit juste pas dépasser ce rôle d'arriver au résultat escompté et pas commencer à mentir. C'est là qu'on arrive sur un autre problème, c'est à quel point la publicitaire peut mentir, quelle est la limite entre ce qui est acceptable ou pas à ce niveau-là. C'est quelque chose qu'on peut se poser comme question. Moi, de mon côté, j'essaye que la retouche elle soit esthétique, qu'elle soit pas là pour changer les choses, mentir ou manipuler. Mais voilà, je peux comprendre qu'à partir du moment où on fait de la photo commerciale, on est quand même dans une démarche de manipulation et de création d'un univers et d'une image qui est là pour valoriser un objet à vendre, un objet, un produit, un service, peu importe. Mais n'importe quel photographe qui se fait payer au final pour faire son travail va à un moment ou un autre se retrouver devant cette question de est-ce que je fais encore ça pour moi? Est-ce que je suis en train de faire la réalité? Est-ce que ce que je présente en image, c'est la réalité ou c'est quelque chose qu'on m'a demandé de faire? Donc ça va peut-être un peu plus loin en photo commerciale, mais je pense que c'est une réflexion globale sur la retouche en général. C'est ultra intéressant parce que ça amène aussi un autre débat qui est celui de l'éthique dans la photo publicitaire, quoi. Comment, jusqu'où tu peux aller dans la manipulation, ça c'est une question, et puis tu peux aussi te poser jusqu'où tu vas aller dans le choix de tes clients. Quelle est ta limite? Est-ce qu'il y a des clients pour lesquels tu vas pas participer à cette, pas manipulation, mais finalement cette promotion, cette campagne de publicité, quoi? Donc c'est important de distinguer 3 choses là-dessus. C'est d'abord, il y a la loi, puis il y a l'éthique, et puis il y a la morale personnelle. Ces 3 niveaux qui doivent se traiter différemment. Déjà, il y a la loi, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. On ne peut pas, par exemple, dire d'un produit alcoolisé qu'il augmente nos compétences physiques, par exemple. Ça, c'est interdit par la loi, donc il n'y a même pas de débat. C'est pas que le dire, mais ça peut être le montrer, le suggérer en image. C'est pour ça que je parle ici en tant que photographe. Ensuite, il y a l'éthique, donc c'est des choses qui sont un peu touchy, parfois des sujets de société un petit peu chauds pour l'instant. Rentrer
par exemple de l'appropriation culturelle sur un produit où on se dit, voilà, on a un petit peu à la limite là, est-ce que cette communauté va pas être vexée, ou l'autre, où là on est sur un problème qui doit plus être une question de bon sens et de sensibilité. Et puis il y a une troisième qui est pour moi la plus compliquée, c'est la morale personnelle. Et ça, je pense que d'un photographe à l'autre, que ça soit en publicité ou autre part, hein, on doit se mettre des limites dans ce qu'on accepte nous dans la vie, sur des sujets sur lesquels on veut pas travailler parce qu'on est contre. Par exemple, je travaillerai jamais pour des armes à feu. Je ne doute que quelqu'un vienne faire un pack shot d'armes à feu chez moi, mais si ça arrivait, je dirais non. Par contre, je fais des pack shots pour des marques d'alcool. Donc voilà, c'est que ma limite, je l'ai tracée quelque part, que je suis conscient qu'elle peut être débattue. Mais la morale personnelle, c'est quelque chose qui nous est propre et on doit juste pouvoir l'assumer pour pouvoir faire son travail de manière sereine. Est-ce que lorsque tu... T'es pas obligé de répondre, hein, mais est-ce que lorsque tu shootes pour des marques un peu plus touchy, et genre ici notamment une marque d'alcool, est-ce que tu vas prendre ça en compte, le fait que c'est une marque un peu plus touchy, dans ton devis? Et donc augmenter parce que tu es peut-être moins à l'aise avec ça? Non, jamais. Après, dans cet exemple-là, de nouveau, dans ma morale personnelle, j'ai pas de problème à faire des photos d'alcool. Si un jour je me retrouve dans un cas un petit peu particulier où je me demande, tiens, est-ce que je devrais le faire? Je pense qu'en effet, j'aurais peut-être pas de scrupule à ne pas baisser mes prix si par exemple, on me le demande pour X raisons, ne pas négocier, en tout cas être assez ferme, parce que c'est pas quelque chose qui me ressemble, entre guillemets. Voilà, c'est pas encore arrivé, mais ça pourrait très bien arriver, en effet, qu'il y a un sujet qui n'est pas spécialement éthiquement problématique, mais qui, moi, sur mon éthique personnelle, cause problème. Et là, je pense qu'en effet, soit je dis non, soit je dis oui, mais avec certaines conditions, et en effet, peut-être que je serai un petit peu plus ferme sur mes conditions. C'est ça, ouais. Bon, parlons du sujet qui fâche, c'est le Covid. J'imagine qu'il y a eu un impact direct sur ton industrie, en bien ou en mal d'ailleurs, je ne sais pas, tu vas me le dire. Mais comment, aussi bien à l'agence dans laquelle tu travailles ou toi en tant que freelance, comment est-ce que la pandémie a impacté ton business ou celui de l'agence et comment ont réagi les clients par rapport à leurs demandes et leur brief ou le nombre de demandes, quoi. Est-ce que c'était plus, moins qu'avant? Comment ça s'est passé? Alors, il y a eu deux phases. Là, ça fait un peu plus d'un an qu'on est dans cette crise. Il y a eu 2 mois d'arrêt soudain de toute demande et de toute... Plus de budget pub, quoi. Plus rien d'organisé, en tout cas. Et même les choses qui étaient organisées ont été annulées. Bon, ça, je pense que c'était un peu le cas pour tout le monde. Mais après, on a vu un redécollage qui était... Je ne sais pas s'il était inattendu, mais en tout cas, il était assez gros, ce redécollage. Dans notre agence, on crée du contenu pour le digital. Donc forcément, on comprend que les marques se sont vite rendues compte que si elles n'étaient pas présentes maintenant en ligne, elles seraient mortes. Il n'y a plus de magasins ouverts et tout. Voilà, c'est logique à un moment que tu dises, OK, c'est peut-être le moment de donner vraiment un gros coup d'accélérateur à notre communication en ligne. Ça passe par des visuels, ça passe par des photos, ça passe par des vidéos. Donc on a eu vraiment un carnet assez chargé, donc 2-3 mois après le début de la crise, qui s'est un petit peu stabilisé maintenant parce que voilà, les gens ont appris à vivre avec cette crise aussi. Mais ça a été globalement positif pour l'industrie publicitaire et du digital marketing en général. Ça, je suis quasi sûr pour tout le monde. Ouais, mais c'est pas étonnant effectivement parce que comme tu dis, quoi, tout le monde doit aujourd'hui en 2021 être présent en ligne et vu que les gens sont moins dans les rues, sont moins dans les centres commerciaux, ben, forcément ça doit se répercuter quelque part. On parle peu de la photo publicitaire dans l'industrie de la photo en général. Dans tous les grands concours photo, on fait souvent référence au photojournalisme, au reportage, au paysage ou à l'animalier, mais rarement à la photo publicitaire. Penses-tu qu'il y a une raison particulière à ça? Oh oui, je pense qu'elle est assez claire, c'est que derrière la photo publicitaire, il y a un client, et donc on a tendance à croire que finalement l'intention de l'artiste, elle est en second plan, même si elle est très marquée visuellement. C'est pas clair si ce qu'il y a derrière, c'est le travail du photographe, de la marque, voilà. Et il y a surtout aussi une question de droit où cette image, elle appartient de facto à la marque qui l'a payée, qui n'a pas toujours l'intérêt de la mettre dans un concours ou quoi. Moi, une photo que je fais, elle m'appartient plus à partir du moment où les droits d'auteur sont payés. C'est plus ma photo. Je peux la showcase parce que j'ai mes droits moraux d'artiste, mais voilà, on ne crée pas des œuvres au même titre que certains autres photographes. Et là, je pense que je peux le dire clairement. J'ai beau justifier le fait qu'on est comme des artistes, j'y crois quand même, mais le produit fini n'est pas une œuvre en tant que telle.
Je peux pas commencer à la commercialiser pour la mettre dans un salon. Je sais pas si des gens seraient intéressés d'ailleurs, c'est pas le but. Mais en effet, je pense qu'elle, dans ce sens-là, elle n'a pas sa place dans des concours d'auteurs. Maintenant, elle a sa place dans un concours qui jugerait l'esthétique pour ce qu'elle est, pas pour féliciter l'auteur qu'il y a derrière. Je pense que c'est ce qu'on essaye de faire, nous, en tant que photographe publicitaire, c'est quand même de faire quelque chose de très beau à la fin, qui donne envie, certes, mais si ça donne envie, c'est que c'est réussi. Donc je pense qu'il y a moyen de la juger et d'avoir des avis très intéressants et très critiques dessus, mais elle n'est pas comparable, en effet, à la photographie documentaire, animalière, de paysage, où il y a souvent une emprise forte de l'auteur sur l'image. Ah ouais. Et finalement, bon, elle est peu présente dans l'industrie, dans les concours, mais elle est très peu présente aussi sur les réseaux sociaux. Tu disais tout à l'heure que bon, ça peut vite saouler si tu scrolles ton Instagram et que tu vois que des packshots de long en large, d'ailleurs qu'on en voit déjà pas mal via les influenceurs et les influenceuses. Donc c'est sûr que ça pourrait saouler, mais il y a vraiment pas cette notion de tel photographe est reconnu ou suivi pour son travail lorsqu'on parle de photographe commercial. D'ailleurs, moi, je suis incapable de te citer un grand photographe légendaire de publicité, quoi. Incapable. C'est un peu triste, mais moi non plus, je ne sais pas te faire un top de photographes de packshot, parce que déjà pendant longtemps, et on revient un petit peu à ce que j'ai dit avant, mais ça a été une photo extrêmement technique, 100% technique. Et il en fallait, mais il n'y avait pas beaucoup de possibilités après pour aller plus loin. Maintenant, depuis quelques temps, on remet un peu ça en question. On essaye des trucs complètement délirants en photo de packshot avec des environnements un peu fous. En retouche, on peut s'amuser aussi. Où ça devient finalement un domaine de créativité où on peut s'exprimer plus qu'avant. Je pense que c'était pas considéré encore dans les années 2000 et surtout avant. Où voilà, une photo de produit, c'était pour aller dans le magazine de la ménagère et vendre un aspirateur. Jamais on se disait, je vais faire une nature morte incroyable avec un aspirateur. Il y en a eu, hein, je dis pas qu'il n'y en a pas eu, mais que c'est aujourd'hui quelque chose, et je sais pas si c'est parce que les réseaux sociaux sont là, sont là, ou pour autre chose, où on a besoin finalement de sortir de ce côté catalogue et d'arriver avec des univers un petit peu plus construits. Je pense que c'est en grande partie dû à ça d'ailleurs, hein, mais oui, c'est intéressant comme question. Bon, parlons un peu des revenus dans l'industrie de la photo publicitaire et de la publicité en général. On sait que c'est des revenus qui sont beaucoup, beaucoup plus élevés que dans d'autres genres photographiques, hein, photo de presse ou photo paysage, animalier, que sais-je, on peut les citer quasi tous. La publicité va toujours plus rapporter, à tel point que lorsque je parle avec des photographes documentaires, où c'est vraiment leur spécialisation, ils me disent que eux, ils peuvent difficilement, voire de façon impossible, vivre uniquement de leurs photos documentaires. Et donc, ils sont obligés à un moment donné de faire de la photo de pub derrière, à côté, pour en fait vivre, quoi. C'est de la photo, c'est finalement des contrats alimentaires. Est-ce que ils me disent qu'eux, en tout cas, les quelques personnes avec qui j'ai parlé de ça, ils me disent qu'ils ne trouvent quasi aucun plaisir parce que c'est pas leur ADN, c'est pas ce qu'ils aiment faire, mais pourtant ils se sentent obligés. Ma question pour toi, c'est la suivante, c'est que toi, tu me disais avant l'interview que tu as besoin des fois de souffler un peu de cet univers finalement qui est pesant ou aseptisé, encore une fois ce fameux mot, ou peut-être trop limitant créativement parlant, et tu as besoin de souffler et d'aller toucher à d'autres trucs, quoi, de la photo de paysage, de la photo de portrait. Donc c'est ça ma question, c'est comment est-ce que tu arrives à trouver le juste milieu, quoi, entre ce besoin de pouvoir respirer et faire vraiment exploser ta créativité pleinement et d'aller te ressourcer et ne pas te sentir vraiment limité et contraint par cette photo publicitaire. Ouais, alors il y a beaucoup de choses dans ce que tu viens de dire. Je vais essayer de ne pas être trop long. Mais d'abord, il y a ce côté en effet de se ressourcer. Est-ce que c'est vraiment se ressourcer du fait de sortir de cet environnement studio? Non, en soi, je l'apprécie. C'est plutôt me retirer de cette ambiance où on est toujours avec un client à côté de nous, avec un briefing précis, où on est un petit peu cadenassé, même si on peut s'exprimer, et les gens viennent parce justement on a des capacités de s'exprimer créativement. Mais à côté de ça, c'est sûr que c'est un environnement qui est un petit peu contraignant pour être totalement libre avec son appareil. Donc moi, j'ai besoin, en effet, il n'y a pas de plus grand plaisir pour moi que de découvrir un nouvel endroit pour mon appareil photo et d'y faire des photos. Ça reste ça l'essence de ce que j'aime faire. Et j'en suis conscient. Et ça rejoint finalement ce que tu dis avant, c'est que beaucoup de photographes qui, eux, ont décidé, et à raison d'ailleurs, de suivre leur vocation parfois de photojournalisme, ont besoin de faire de la photo commerciale à côté pour remplir leur poche. Ben,
finalement, je me sens un petit peu privilégié du coup de quand même prendre du plaisir à faire de la photo commerciale, et que quand je prends du plaisir après sur le côté, c'est justement pour souffler, et le plaisir est total. J'inverse un peu les choses, on va dire. Après, le fait que ça soit mieux payé que les autres disciplines, oui, c'est vrai, mais c'est parce que derrière, c'est évident qu'il y a des clients qui ont un budget qui est souvent plus haut, et des besoins commerciaux qui génèrent plus d'argent que la presse, où voilà, on est là pour illustrer et on n'a pas beaucoup à mettre. Je trouve ça triste, hein, je ne dis pas qu'il ne faudrait pas changer les choses, mais la réalité est là. J'ai pas choisi ça parce que ça gagnait mieux, j'ai choisi ça parce que je m'y plaisais, et tant mieux si ça gagne. Mais bon, après, c'est aussi de l'investissement, la photo publicitaire. Il ne faut pas croire non plus que c'est l'Eldorado. On a énormément de matériel à gérer, des frais fixes aussi. Donc voilà, c'est une question de gestion, et le principal, c'est de toute façon prendre du plaisir dans le domaine qu'on fait. Et je suis désolé que certains doivent parfois faire un pied de côté et faire quelque chose qu'ils aiment moins. C'est ce qu'on souhaite à personne quand on vit de sa passion, c'est d'un petit peu altérer cette passion, et de rendre ça un petit peu chiant, alors que ça devrait être tout le temps un plaisir. T'as évidemment pas à être désolé. Il faut être désolé pour la profession en général, quoi, et que malheureusement, il y a certains secteurs qui marchent moins bien, qui vont moins bien. Je parle souvent dans Blue Hour de la presse qui va de plus en plus mal, malheureusement, et donc forcément les budgets sont diminués. Et j'ai envie de venir avec un constat, ou en tout cas un semi-constat, parce que je suis pas sûr de ce que je vais dire, mais euh, mon idée là, c'est que bon, concrètement, lorsque tu as de la presse, lorsque tu as un client qui va faire appel à un photographe, et ça peut être un client particulier, par exemple un couple qui va se marier, tu vois, qui va faire appel à un photographe de mariage. Quand tu as un client qui contacte un photographe pour lui commander un reportage, une série de photos, euh, ils vont le payer un certain montant, et ce montant va être directement lié à la réputation du photographe, à son style artistique, et finalement, ils achètent une œuvre d'une façon ou d'une autre. On appelle ça une œuvre, même si des gens vont dire que la photo de mariage, c'est pas spécialement une œuvre, ça reste une certaine œuvre, quoi. Il y a une patte artistique, il y a une touche, tu achètes une œuvre. Et le constat que je fais, c'est quoi? C'est que dans la photo de publicitaire, les budgets sont décuplés, fois 100 des fois, et tu vas rarement, et c'est là que je mets le mot constat entre guillemets, parce que je suis pas sûr que ce soit vrai, ce que je vais affirmer. Je te pose la question d'ailleurs. C'est rarement le cas où un client va aller acheter une œuvre derrière. Il va juste acheter un produit de promotion, un produit qui va être un levier de promotion pour un outil. Et au final, il s'en fout de la touche artistique du photographe derrière. D'ailleurs, j'ai aucun, peut-être que toi, beaucoup mieux que moi, mais moi, j'ai aucune affiche publicitaire où je peux te dire cette affiche a été shootée par tel photographe. Il y a rarement le nom du photographe en bas de l'affiche. Et donc, tu ne payes pas des budgets faramineux en fonction de la renommée du photographe ni de son style artistique. Tu le payes juste parce que tu as un gros client avec plein de budget, et le budget pub, il est énorme, et point final, quoi. Oui, c'est ça en fait, c'est que les marques, elles font un investissement quand elles achètent les services d'un photographe. C'est un investissement pour gagner plus après, ce qui est pas du tout le cas, ou très peu, des autres disciplines où on achète une œuvre pour ce qu'elle est, et la finalité, c'est l'œuvre. Moi, la finalité de ce qu'on m'achète, au final, c'est de vendre plus derrière. L'œuvre n'est qu'un moyen intermédiaire entre quelque chose qui me dépasse après, entre guillemets. Ça ne veut pas dire que ce que je fais n'a pas d'intérêt ou doit pas être beau. Ça veut juste dire qu'en effet, elle fait partie de quelque chose qui m'échappe par après, où l'œuvre va être utilisée pour des besoins commerciaux. C'est quelque chose qu'on peut remettre en question aussi. Tu me parlais du mariage, ça m'arrive d'en faire aussi. Et j'ai rarement autant de plaisir à avoir les feedbacks d'un client d'un mariage. Pour eux, tu as fait les photos de leur plus belle journée de leur vie. Ils sont ultra heureux. Tu vois dans leurs yeux, tu vois dans leur attitude que c'est un vrai bonheur de regarder ces photos, même si c'est pas spécialement celle qui t'excite le plus. Au final, j'ai jamais cette sensation avec un client commercial, même s'il est très content des photos. Lui ne va jamais, de un, le prendre personnellement, ce que je comprends, c'est pas son mariage, mais de deux, il va pas le considérer comme la photo en soi comme quelque chose d'important, mais comme un outil efficace pour la suite. C'est ça, ouais. Du coup, j'imagine qu'il y a un certain investissement personnel aussi en tant que photographe commercial lorsque tu shootes certains produits, ou en tout cas tu vas essayer d'aller chercher un investissement personnel que tu trouves quand tu fais du mariage, comme tu viens de dire. Il y a un investissement personnel, il y a une émotion que tu vas partager à tes clients et que eux vont la répercuter sur toi. Comment est-ce que tu vas aller chercher cette émotion ou cet investissement personnel avec un client? Typiquement, j'imagine que tu vas peut-être faire un suivi du produit final que tu as shooté et voir sa réussite ou non.
C'est ça, bah, en fait, il y a deux phases. Il y a la phase où tu fais la photo et finalement, parfois, tu te surprends toi-même et donc tu t'attaches au shooting parce que tu te dis, allez, j'ai vraiment réussi un truc qui me plaît. Donc c'est chouette qu'il y ait encore un petit peu de surprise malgré l'environnement contrôlé. Et quand on est content du résultat, bah, on a envie d'évidemment savoir s'il marche. Et s'il marche, en effet, là, c'est plus le sourire du client parce qu'il est, il est fier de la photo, mais c'est plutôt la photo a rempli son objectif commercial. Ça peut paraître un petit peu froid, mais c'est quand même un plaisir. Les gens sont venus chez toi pour ça, tu as rempli cette mission. Ça veut dire que finalement, ta photo, elle a plu quand même. Donc, il y a moyen de se rattacher à ce côté sentimental quand même de ce qu'on a créé. C'est pas tout à fait bête de le voir comme ça. Est-ce que, la question est peut-être un peu violente, mais est-ce que tu trouves un rôle? Quel est ton rôle aujourd'hui? Comment tu définis ton rôle en tant que photographe publicitaire? Ton objectif? Ouais, le rôle, je pense que c'est bien, c'est un bon mot. Alors, j'ai envie de répondre par une question un petit peu défensive, une réponse un peu défensive. Vas-y, la question est pourrie et méchante. Mais c'est que je réponds comme tout le monde dans ce monde, et même les artistes a des besoins. Un artiste, même un peintre qui fait ça plaisir, répond à un besoin des gens, de s'évader parfois, d'avoir de la poésie dans leur vie, c'est un besoin. Moi, je réponds à un besoin qui est celle des marques, et des marques, c'est aussi des gens derrière, qui ont des entrepreneurs, enfin des petites marques d'une personne, qui ont un projet, qui ont envie de le mener à bien. Je réponds à leur besoin que leur projet aille au bout, que leur projet soit successful, que tout se passe bien, que finalement la magie opère pour eux. Je suis un partenaire de leur réussite, et ça reste beau. Enfin, je suis pas anti-entreprise, je suis pas anti-capitaliste, je serais mal placé pour l'être. Mais du coup, c'est parfois des histoires qui m'inspirent aussi. Des petits clients qui réussissent, où j'ai fait leur première photo. Voilà, il y a quand même moyen de se rattacher à quelque chose d'assez humain et de sentir un rôle qui est certes pas le plus poétique, mais qui a un rôle certain pour faire réussir des projets, pour parfois même des projets intéressants qui nous touchent. Mais je suis ultra ravi de ta réponse et il est vraiment bon de rappeler aussi que mais la photo publicitaire, c'est pas que des multinationales, c'est pas que des Coca-Cola et des grosses bagnoles, c'est aussi des fois des petits projets d'indépendants qui ont besoin de pubs, qui ont besoin de vraies belles photos pour promouvoir leurs produits. Et finalement, bah, c'est peut-être ça où on va trouver, ou en tout cas toi, tu vas trouver toute ta satisfaction. C'est là où je trouve le plus de plaisir aujourd'hui, c'est accompagner des marques, souvent belges, avec qui on peut avoir une relation beaucoup plus détendue, aussi leur insuffler de l'expérience et de la créativité dans leur projet. Parfois, ils savent pas du tout où ils vont et on leur dit non, ça c'est plutôt ça qu'il faudrait faire. Regarde ça, eux ils font comme ça, on n'essayerait pas de s'en inspirer aussi. Voilà, c'est évidemment beaucoup plus gratifiant que même une grosse marque arriverait avec un gros budget et te dit c'est ça qu'on veut et on est canassé. Non, c'est pas un plaisir ça et c'est ce que j'essaie de faire au minimum. J'ai pas un catalogue d'énormes clients, j'ai beaucoup un catalogue très vaste de petits clients et c'est là-dessus que je m'amuse le plus. Alors, changeons de sujet. Tu m'as dit avant l'interview que ton site n'était plus du tout à jour. Je pense que c'est marrant parce que j'ai jamais vu un seul photographe qui m'a dit « Ouais, mon site est trop à jour ». Non, je pense qu'on est tous à la bourre de 5 ans ou 6 ans. Et du coup, j'avais préparé une question avant que tu me dises que le site n'était pas à jour. J'avais préparé une question, je vais quand même te la poser. Sur ton site, c'est assez surprenant de voir qu'il y a très peu de place à la photo commerciale et c'est beaucoup de photos. En fait, si, ça pourrait être considéré comme de la photo commerciale aussi, dans le sens où il y a beaucoup de photos lifestyle. C'est des photos de voyage, mais surtout de toi et ta copine en voyage. Et ça reste du lifestyle, quoi. C'est-à-dire que si tu portais certaines marques de vêtements, ça pourrait être de la photo commerciale. Bon, ça, je vais te laisser commenter là-dessus quand j'aurai fini ma question. Mais l'autre question que j'avais, j'ai été surpris de voir que la photo de la page d'accueil de ton site, dès qu'on arrive, t'as pas le choix, c'est une seule photo, elle défile pas. C'est une photo en noir et blanc déjà, alors que c'est rare de devoir faire du noir et blanc. C'est une photo en noir et blanc d'une photo aérienne que tu as prise en Grèce. Alors pourquoi? Voilà, juste simplement pourquoi? Ouais, c'est marrant, en plus cette photo est imprimée dans mon salon. Comme quoi. Pourquoi? Alors, il y a une réponse un petit peu terre à terre, c'est que, comme je te l'ai dit avant, ce site n'a plus été mis à jour depuis des années. Et c'est une année où j'étais pas encore spécialement confortable de diffuser mon travail commercial, parce qu'il était peut-être pas assez dense et j'en étais peut-être pas encore assez fier. Et donc, ça me semblait logique que ce site, il ressemble plus à ce dont j'étais le plus fier à l'époque. Et ce dont j'étais le plus fier, c'est finalement les moments où je m'amusais le plus. Et c'est souvent comme ça, au final, qu'on reconnaît sa passion dans la photographie, c'est quand on s'amuse le plus. Et c'est ça que je voulais mettre en avant. Et bizarrement, je te rejoins un peu dans ton environnement là, mais j'adore la photo de voyage. Photo de voyage, ça fait un peu
C'est pas le bon terme, je sais. Ça devrait être photo Ouais, de paysage. Non, mais c'est large. C'est vraiment très très large la photo de voyage. Donc ça reste de la photo de voyage. C'est de la photo d'aventure, on va dire. C'est capturer des moments où on s'est un petit peu dépassé, on a découvert des choses et on a envie de l'immortaliser. C'est quelque chose une sensation que je connais pas du tout dans le milieu commercial. Et le fait est que quand je suis évidemment dans cette situation où je me plais beaucoup, bah, j'ai tendance à faire des photos que j'aime bien. Et c'est ça que j'ai envie de mettre le plus en avant sur mon site, en tout cas à l'époque. Je pense qu'aujourd'hui, bah, ce site, du coup, il n'est pas du tout fait pour attirer des clients, hein, ça c'est sûr. En plus, il est même plus très très au point. Mais si je devais le faire aujourd'hui, je garderais une section qui serait plus un journal de voyage, je pense. En tout cas, un journal un peu plus authentique, où je ne montre pas des projets en studio, de très belles photos, certes, parfois, qui m'a pour retourner client, mais je préfère quand même avoir toujours ce côté proche de ma vie, proche de ce que je ressens et qui fait partie intégrante de la passion pour la photo. Et je pense que n'importe quel photographe pourrait dire ça. Et du coup, ton site n'est plus à jour, on l'a compris. Sur Instagram, tu postes rarement déjà, tu postes rarement tout court, mais tu postes rarement de la photo commerciale. Donc, où est-ce que tes clients vont te chercher, vont te trouver? C'est juste du bouche à oreille? C'est quasi uniquement du bouche à oreille et ça remplit mes semaines, c'est assez fou. Mais ça, j'ai la chance d'être dans un milieu assez peu concurrentiel. Honnêtement, en Belgique en tout cas, c'est peu concurrentiel. Il y a des gros studios qui sont très chers, il y a des petits qui n'ont pas spécialement de matériel toujours. Moi, je suis un petit peu un entre-deux où j'ai tout le matériel nécessaire. Je suis pas encore la grosse star qui va facturer. J'ai pas envie de le devenir d'ailleurs. Mais ça permet en effet de pas devoir passer ma journée sur les réseaux sociaux à diffuser et à espérer que ça tombe dans l'oreille de quelqu'un. Non, les projets viennent. J'ai encore le luxe aujourd'hui de pouvoir en refuser parce que voilà, soit ça ne va pas niveau timing, soit ça correspond pas à ce que je veux faire spécialement. Donc voilà, c'est un confort, on va dire, dans ce milieu de ne pas être entouré de trop de concurrence, on va dire. Ouais, je pense que c'est surtout dû à ça. Et puis, en effet, comme tu dis, c'est pas non plus le genre de contenu qu'on a envie de mettre tous les jours sur Instagram. J'ai pas envie d'ennuyer les gens. Et j'ai pas envie non plus de me faire une page pro, une page perso. Parce que, voilà, je devrais peut-être un jour. Hein, là, je dis des choses comme si c'était évident, alors que je me trompe sûrement totalement. Par contre, ce que je pense faire bientôt, c'est mettre sur Pinterest, où là, c'est un réseau social où il y a beaucoup d'inspiration photo, de setup de produits, où les gens vont justement aller voir ton travail s'ils aiment bien la photo pour s'inspirer pour d'autres choses. Et même des marques, beaucoup de marques maintenant font elles-mêmes leur mood board, donc un peu leur vision de leur prochain shoot. Et là, ils peuvent tomber sur toi et se dire, bah, en fait, c'est peut-être plus simple de l'appeler directement. Ouais. Je pense que c'est le réseau social ou la photo commerciale a le plus d'avenir. Très intéressant, quoi. C'est vrai que j'y avais pas pensé, mais ça prend tout son sens. Bon, tu as quand même du bol, dans le sens où tu t'es fait un petit nom à Bruxelles, il y a peu de concurrence, mais un photographe qui sort d'école aujourd'hui, qui n'est pas connu, personne n'a jamais shooté avec lui, comment est-ce qu'il va aller chercher ses premiers clients commerciaux? Bah, je vais répondre déjà dans le cadre de la photo publicitaire ou du backshot. Moi, j'ai beaucoup expérimenté avec des objets que j'avais autour de moi. Je prenais un détachant pour les chiottes, je le mettais sur le studio et j'ai essayé de le rendre beau. Non, mais c'est vrai, c'est comme ça. Parfois, tu as un shoot le lendemain, tu n'as pas encore l'objet que le client va te donner. Donc, tu prends ce que tu as, un truc qui ressemble vaguement sur les textures, et tu fais ta compo là-dessus. Donc, voilà, t'as pas. Ce qui est intéressant, c'est que c'est pas comme en mode où tu as besoin d'avoir ta modèle qui est là. Voilà, n'importe quel objet, tu peux le rendre intéressant. Il y a des photographes qui ont cette démarche de prendre des conneries et de les prendre en photo. Donc voilà, c'est cool aussi. Donc il y a moyen de s'entraîner. Après, comme je disais, il y a un investissement matériel quand même minimum. Tu peux de toute façon apprendre la lumière et continuer à l'expérimenter avec la lumière naturelle, mais à un moment, bon, dans le cas de la photo studio, si tu veux créer quelque chose, tu peux pas toujours te fier à ça. Est-ce que des softbox sur Amazon à 100 €, c'est assez pour commencer? Complètement, ouais. La plupart du temps, j'ai besoin que de très peu pour faire ce que je fais. C'est du bricolage, le studio. Donc, disons, ce qui va te coûter cher, c'est tes torches, donc tes flashs. Les unités, il faut quand même qu'elles soient fiables, qu'elles ne changent pas de température de couleur, qu'elles aient un bon temps de rechargement, qu'elles sachent aller assez bas ou assez haut. Ça, on va dire, si on doit mettre de l'argent, c'est là-dessus. Maintenant, les adaptateurs, tu en as un petit, un moyen, un grand. Après, tu mets des caches avec des cartons, tu fais des réflecteurs avec des bouts de frigolite, des pinces, voilà, t'en as quelques-unes, tu sais faire des trucs de dingue, t'achètes du pâte à fixe, du fil, des trucs.
C'est du bricolage, quoi. C'est du bricolage et c'est avec ça qu'on fait les meilleures choses. Je crois que je repars de Pinterest, mais il y a plein de photographes qui font du DIY. Bon, parfois ça ressemble à rien, mais parfois c'est très bien. Où ils prennent un bout de scotch, ils attachent une feuille sur leur mur, il y a leur bureau, ils foutent 2-3 trucs et ça donne bien. Donc voilà, il y a moyen de s'éclater. Et je pense que c'est un des domaines de la photo où il y a le plus de créativité adjacente avec ce côté bricolage justement, où vu qu'on crée l'environnement, on est obligé d'être créatif à ce niveau-là, de dire, mais tiens, peut-être qu'un papier aluminium, ça ferait exactement la luminosité que je veux, la texture que je veux. Peut-être que mettre un écran de télé, ça va faire un flair intéressant. Enfin, c'est con, mais parfois, c'est avec des objets bêtes. Enfin, je shootais pour une marque l'autre fois de boisson. On avait des faux glaçons parce que si tu prends des vrais, en fait, c'est le bordel tout le temps, ça mouille, ça pète ton fond, et puis t'as pas beaucoup de temps. Donc, t'as des faux glaçons, mais du coup, t'as pas ce côté buée. Donc, ce que tu fais, c'est que tu prends un steamer pour repasser tes vêtements, là, et juste avant le shoot, tu passes dessus, ça fait vraiment l'effet, et du coup, voilà. Tu sais, t'es obligé d'être créatif au-delà de la créativité visuelle et photographique en général, mais être débrouillard mort, quoi. Non, parce que ce contenu DIY, do it yourself, quoi. Do it yourself, pardon. C'est tellement populaire sur TikTok et sur Instagram. Là. Les gens, ils adorent voir les bricolages, Ouais, parce que c'est même pas pour le faire eux-mêmes. Hein. Je crois qu'ils adorent voir comment un truc est fait. Ouais. Je me prends parfois au jeu aussi, alors que je me doute très bien comment ils l'ont fait, mais je trouve que le format est cool. C'est peut-être un truc où je me dis, moi qui poste pas beaucoup de choses, ce qui m'intéresserait, c'est d'être plus dans le pédagogique comme ça, apprendre des petits tricks. Ça, j'ai toujours aimé le côté. Enfin, moi, j'ai toujours dit que j'aimerais bien être prof un jour, par exemple, mais je pense qu'il y a cette démarche-là de partager qui m'intéresse plus que de montrer ma vie de tous les jours ou faire des trucs comme ça. Je m'en fous et je crois que les gens s'en foutent. Mais ça, c'est cool. Ouais. Ah ouais, mais c'est carrément ça. Et le fait de pouvoir se dire, même si c'était pas dans ce milieu-là, le fait de pouvoir te dire, j'ai réussi à faire une photo incroyable qui donne trop bien avec juste un bout de scotch et un sachet poubelle, quoi. Bluffe les gens un peu, c'est cool. La manipulation, on revient toujours à ça. Ouais, mais c'est un côté ludique, quoi. C'est ça qui est chouette dans la photo de pub où tu contrôles ton environnement, c'est que t'es obligé d'un moment t'impressionner toi-même parce que t'as une idée de génie, quoi. C'est con, mais c'est vrai, ça arrive et t'es là, ouais. Pas mal. Bon, en tout cas, Adri, merci beaucoup d'être venu partager ton expérience. Je vais terminer ce podcast avec une question, d'ailleurs, que je vole à Julien Pasternak du podcast Dans l'œil du photographe, mais que j'adore. Est-ce que tu as un photographe francophone à me conseiller pour une prochaine émission? Un ou plusieurs, hein. Ou une même. Ça va être intéressant, ça. Parce que du coup, ceux que je dis pas, ils vont m'en vouloir après. T'as un domaine que t'aimerais traiter? Non, absolument pas. Et ils n'ont pas spécialement besoin d'être belges non plus. Ils peuvent même être québécois ou sénégalais, je m'en fous. Je crois qu'il va venir à Liège. on s'arrangera. À qui j'ai envie de faire plaisir? C'est une bonne question. Je crois que tu devrais regarder justement tout ce côté photographe lifestyle qui s'assume à mort. Ça, j'en ai pas mal à te donner. Mais il lâche un nom comme ça. Une que je suis pas mal et que je trouve qu'elle a un univers assez sensible et qui est sympa, c'est Camille Doyen. Ok, j'en ai entendu parler. Regarde un peu, elle est vraiment dans ce côté, je trouve, elle a sa touch à mort, sa retouche, sa vibe dans ses photos, mais voilà, elle travaille énormément en mode ou pour d'autres marques, mais dans ce contenu très lifestyle, justement, pas du tout trop maîtrisé ou quoi, très spontané, on va dire, et j'aime assez bien ce qu'elle fait, c'est assez doux. Parfait, c'est noté. Eh bien, encore une fois, merci Adrien, merci d'être venu dans Blue Hour pour ce nouvel épisode. Et vous, chers auditeurs, j'espère que cet épisode vous a plu. Vous pouvez retrouver toutes les références qu'on a mentionnées ainsi que le travail d'Adrien sur le site et sur l'article de cet épisode, donc sur le site bluehour.club. Si vous avez aimé le podcast, n'hésitez surtout pas à laisser un avis et une note sur Apple Podcasts, ça compte énormément et ça aide à la visibilité. Merci beaucoup, je vous dis à la prochaine dans un nouvel épisode de Blue Hour.